Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je reçois Miss Paola Locatelli. Hello. Ça va? Ça va très bien et toi? T'es contente d'être là? Grave. On n'attendait plus que toi parce que ça y est, j'ai fait... Ça faisait tellement longtemps qu'on devait le faire déjà de base. Ouais. C'était il y a 6 mois qu'on devait je le crois faire. que c'est ça, c'était quand t'étais à Biarritz? Biarritz sûrement. Ouais, Toujours ça. dans le sud. Et c'est vrai que ton agent m'avait dit quand elle rentrera, on aura plus le temps de... Donc là, t'es rentrée, je t'ai mis le grappin dessus, ma grande, je me suis dit, ça y est. Je suis arrivée il y a 2 jours et puis je suis déjà là, quoi. Elle va venir. T'es rentrée il y a combien de temps du sud? Non, je suis rentrée il y a pile poil une semaine. Je suis Mais rentrée attends, ça mardi faisait combien dernier. de temps que tu y étais? J'ai fait 2 tournages. J'ai fait un tournage en mars jusqu'en mai. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un tournage de septembre jusqu'à il y a une semaine. Et donc ça, c'était pas pour le même projet? Non, mais c'était... le premier, c'était à Biarritz et le deuxième, c'était à Vieux-Boucau, donc à une demi-heure de Biarritz. Jolie bourgade. On embrasse les habitants de... Comment t'as dit? Vieux-Boucau. De Vieux-Boucau. Voilà, gros bisous. Il y a 3 habitants, mais... Mais c'est quoi? C'est des projets cinéma, ça? Ouais, exactement. Ouais, j'ai tourné un long métrage. Donc le premier long métrage que j'ai fait, c'était à Biarritz, pendant 2 mois. Ouais. Et là, on a tourné une série pour une autre plateforme. Mais c'est tes premières expériences ciné et tournage, ça? Ouais, toute première. Enfin, quand j'étais plus petite, en vrai, quand j'avais 8 ans, j'avais tourné déjà une pub pour La Grande Récré, qui est sur YouTube, et c'est hyper drôle. Je vous mettrai le lien dans la info si vous l'avez pas vu. C'est hilarant. Et en fait, c'était une pub que j'avais fait pour La Grande Récré, parce que j'avais des poupées à mon effigie ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait longtemps, je me rappelle plus trop. Mais attends, mais toi, t'es quelqu'un, toi. Non, mais j'avais 8 ans, tu vois, j'étais un bébé. Cette personne a une poupée à son effigie. Et du coup, on avait tourné une série de 5 épisodes avec 2 autres filles pour faire de la pub pour ces poupées à La Grande Récré qui étaient en vente. Et c'est très drôle, quoi. Après, j'ai commencé l'influence, etc. Et là, récemment, donc l'année dernière, il y a pile poil 1 an, j'ai été contactée pour faire un casting. Donc, le casting du film que j'ai tourné. Donc, on m'a envoyé un mail en me disant « Hello, est-ce que tu veux faire ce casting pour ce film ?» Donc, moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. C'est vrai que quand j'étais plus petite, je me disais « Oh, je veux trop devenir actrice. » Mais c'est comme quand t'es jeune et que tu dis « Je veux devenir vétérinaire, ou je veux devenir médecin, ou je veux devenir actrice ou mannequin. » Enfin, c'est beau de le dire, mais quand tu y es, c'est vraiment plus compliqué. Et donc, je me suis dit « Ouais, je vais faire ce casting et tout. » Donc, je l'ai fait, je suis arrivée, j'ai appris mon texte, etc. Donc, alors, attends, comment ça se passe, là? Est-ce que déjà, t'es un peu en shortlist parce que t'es peut-être influenceuse? Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est hyper intéressant comme question parce que y a beaucoup de personnes du coup qui ont appris que j'ai fait des tournages pour le cinéma et qui m'ont dit oh là là, encore une influenceuse qui a un privilège, qui fait du cinéma alors qu'il y a plein de comédiens, etc. Qui tournent pas parce que y a beaucoup de comédiens pour peu de projets et que c'est un métier qui est hyper compliqué comme tous les métiers d'artistes. Et donc non, il y avait 500 personnes qui faisaient le casting autant que moi. Enfin. Mais quand ça se passe ça, donc t'arrives. Parce que je connais rien, moi. T'arrives, t'as une petite salle, on te donne un texte sur le moment ou t'avais déjà un texte à apprendre? C'est assez particulier. En fait, moi, dans ma vie, j'ai fait environ 5 castings. Donc, attends, parce que c'est trop de trucs à dire. Donc, vas-y. Donc, au début, non. En fait, quand j'avais 13 ans, oui. Donc il y a 5 ans, j'ai été contactée pour faire un casting dans le film. Donc, comment ça se passe? Donc, au début, on t'envoie le mail, on t'envoie, voilà, est-ce que tu es intéressé pour faire ce casting de ce film, de cette réalisatrice ou de ces réalisateurs-là? On t'envoie un peu le plot twist, genre ton personnage c'est ça, l'histoire c'est à peu près ça et tout. On te donne un texte, donc un dialogue, un scénario, tu vois. Enfin, pas un scénario, mais un dialogue. Donc, un texte à apprendre. Et tu arrives au casting et tu fais ton texte, en fait. Mais t'as pas les intentions, enfin, t'es pas vraiment dans la peau du personnage parce que tu comprends pas trop l'histoire, t'as pas toute l'histoire, etc. Donc tu le fais, et puis si la réal ou le réalisateur ou même la directrice de casting, elle est intéressée par toi, elle va te rappeler pour un callback. Donc elle va te redonner d'autres textes à apprendre, tu vas revenir, et puis après il y a 5-6 callbacks, quoi. Donc attends, le callback, c'est genre le round supérieur où t'as de moins en moins de gens, c'est ça? Exactement. Plus il y a de callback, donc au début, je sais pas, on peut être 500 comédiennes à faire ce casting, après au callback, vous êtes 200, après vous êtes 50, après vous êtes 5, vous êtes 2. Donc t'as eu ce premier truc à 13 ans. Donc à 13 ans, j'ai eu ce premier truc. Le projet n'a jamais pu se faire parce que j'étais trop jeune. Et quand t'as 13 ans, dans le cinéma, c'est une galère parce qu'il faut voir avec la DAS et tout, par rapport à l'école. Donc en général, quand t'as moins de 16 ans, c'est un peu galère de tourner. Puis même au niveau de la loi, tu dois tourner par exemple que 4 heures par jour, alors que maintenant je tourne genre 12 heures par jour, ça m'est déjà arrivé de tourner 12 heures. Et donc quand t'as moins de 16 ans, c'est très galère. Donc du coup, j'ai jamais fait ce tournage. Et après, j'avais l'influence, j'avais mes études et tout.
Et justement, on m'a contactée pour faire ce casting en novembre. Ok. Quand tu arrives, est-ce que tu penses que justement, comme tu me disais tout à l'heure, tu n'avais pas été favorisée par le fait que tu sois influenceuse, est-ce que tu penses qu'au contraire, ça peut te défavoriser ? Totalement. Et ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi alors ? C'est que les gens pensent que justement être influenceuse, t'as ce privilège de pouvoir réussir plus au cinéma et tout, alors que rien à voir. Déjà, le cinéma et l'influence, c'est genre deux mondes différents, mais c'est vraiment hyper parallèle. Enfin, ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, pour le deuxième projet que j'ai fait, pour la série que j'ai faite, les réalisateurs ne savaient pas que j'étais influenceuse quand ils m'ont eu au casting. Et c'est une fois qu'ils ont décidé de me prendre qu'ils se sont rendus compte en fait que j'avais beaucoup d'abonnés sur Instagram. Et justement, ça a été une question. Ils se sont dit, est-ce qu'on la prend ou pas ? Parce que ils voulaient pas que les gens se disent qu'ils me prenaient parce que j'étais Paola LCT et pas Locatelli Paola, quoi. Et aussi, ils voulaient pas que les gens me voient comme Paola, mais ils voulaient qu'ils me voient comme mon personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, parce que, enfin, un truc tout bête, mais si tu joues quelqu'un qui est pas très sympa, t'as pas envie que ton image, toi sur les réseaux, t'as plutôt une image de fille quand même sympathique, la bonne copine et tout. Et c'est vrai que si tu dois jouer un personnage un peu dur, qu'on se dise, elle est pas comme ça. Non. Ouais, après moi, ça, je m'en fiche un peu parce que je sais que le cinéma, vraiment, tu joues un rôle. T'es dans la peau d'un personnage, t'imprègnes quelqu'un qui n'est pas toi. Donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a une peur, je pense, des réals, etc., qui disent quand tu prends quelqu'un de connu pour sa propre personne, on peut la confondre avec sa propre personne. Tu vois, moi, j'ai peur aussi, quand mes projets sortiront, que les gens m'identifient à la personne que j'ai jouée, alors que je suis pas cette personne-là, tu vois. J'ai joué un rôle. Je suis pas du tout... je vais pas dire son prénom, mais je suis pas du tout la fille que j'ai jouée, tu vois. Et comment ça s'est fait alors pour les convaincre que tu étais légitime ? Est-ce que c'est juste qu'ils se sont posé une question de est-ce que c'est pertinent de la prendre ? Ou est-ce que vraiment, toi, tu as dû convaincre que tu étais pertinente pour ce rôle-là ? J'ai pas dû convaincre en leur disant vous inquiétez pas, je suis Paola Locatelli, je suis pas que Paola LCT et tout. Non, juste j'ai beaucoup travaillé pour leur prouver que je suis pas forcément que influenceuse et que je peux aussi jouer la comédie, que je peux travailler pour le faire et que voilà, je peux vraiment imprégner un personnage, etc. Et que, genre, je suis influenceuse, mais je peux aussi être comédienne d'un autre côté, tu vois. Et après, eux, je pense qu'ils se sont posé la question, genre, est-ce que vraiment on la prend pour son talent ou est-ce qu'on la prend parce qu'elle est influenceuse ou, enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment beaucoup de questions aussi qui se posent entre eux et ensuite, qui voient si je suis motivée ou pas. Et j'étais tellement motivée, je leur ai dit, mais franchement, genre, je veux trop le faire, tu vois. Et si j'avais pas été influenceuse, j'aurais quand même fait ce casting pour faire ce rôle, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc voilà. Et moi, quand j'arrive en salle de casting, en général, je veux jamais parler de mon statut d'influenceuse. Je veux qu'ils me voient comme juste une simple comédienne qui passe un casting comme plein d'autres comédiennes le font, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et comment ça se passe parce que là, donc, t'as enchaîné ces 2 tournages. T'es quand même toute seule. Enfin, c'est quoi ? T'es logée dans un hôtel c'est comment ça ? Au niveau de la prod, tu vois, purement... Ouais. Ouais, on est logés dans un hôtel. Donc, le premier projet, c'était à Biarritz. On était dans un hôtel très cool et tout, à Biarritz, pendant 2 mois. Donc, j'avais pas d'aller-retour. En plus, c'était pendant le Covid. Donc, vraiment, je suis restée 2 mois complets à Biarritz, sans retourner à Paris. C'est la première fois que t'étais loin de ta famille parce que tu vivais encore chez tes parents à ce moment-là ? Ouais, je vivais chez mes parents. Ouais, c'était la première fois. Et même, j'avais école, en fait, au même moment. Ah oui, c'est vrai. Je passais mon bac, en fait. Donc, alors là, tu faisais comment, là ? Je faisais la distance. Je sais pas comment j'ai fait. Genre, vraiment... J'avais 40 jours de tournage, donc je tournais tous les jours, du lundi au vendredi. Ok. Tous les jours, vraiment. Je crois que j'ai eu 1 jour de repos, mis à part le week-end, pendant ces 2 mois-là. Et je sais pas, le soir, je révisais mes cours et tout, mais franchement, je suis honnête avec vous, j'arrivais pas trop à suivre les cours. Genre. Et puis il faut que tu apprennes tes textes. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, t'apprends tes cours d'histoire, et de l'autre côté, t'apprends ton perso. Ouais, et puis aussi. Enfin, le cinéma, c'est particulier, j'arrive vraiment pas trop à l'expliquer, mais tu rentres dans la peau d'un personnage et tu te plonges dedans. Enfin, tes émotions, elles sont décuplées, tu joues des scènes qui sont très compliquées où tu dois vraiment sortir des émotions de ton âme, quoi. Genre des scènes où je devais pleurer, des scènes où je devais vraiment paraître très triste, des scènes où je devais être en colère. Et ça, j'ai besoin de me concentrer pendant vraiment des minutes entières avec de la musique, à me passer des souvenirs douloureux de mon passé, etc. pour sortir cette émotion-là, tu vois, pour que ce soit le plus naturel possible. Et donc, quand tu rentres chez toi, t'as l'impression d'être encore habité par ce personnage. Et donc, c'est difficile de te remettre en tant que Paola, de retourner à l'école, d'apprendre tes cours et tout, alors que le lendemain, tu dois te remettre dans une émotion particulière, tu vois.
Et même à côté de ça, on était dans un hôtel où il y avait 11 comédiens avec nous, de mon âge, où tu devais aussi alimenter une certaine relation amicale, etc. Et donc voilà, le soir, on tournait jusqu'à des heures pas possibles, genre 23h et tout, on n'avait qu'une seule envie, c'était genre juste de se retrouver, de boire un verre et de dormir, quoi, tu vois. Ouais, ou même indépendamment de se retrouver, genre juste de... Ouais, juste de se retrouver, et puis c'est vraiment une bulle, en fait. Et moi, je l'ai jamais compris, enfin, genre, en gros, j'ai plein de grands comédiens à moi qui me disaient, ouais, quand tu tournes, c'est vraiment une bulle et tout, machin, tu veux toujours être avec les comédiens, tu veux toujours juste te retrouver dans ta petite bulle, quoi. Et moi, je me disais, mais non, enfin, j'ai quand même bien de voir ses potes, de prendre un verre avec tes autres potes et tout. En fait, pas du tout. Quand vraiment tu tournes pendant 2 mois avec les mêmes personnes tous les jours et que tu vis des moments genre très uniques et très particuliers, tu veux rester avec ces personnes-là. Jusqu'à que le tournage se termine, évidemment. Après, tu rentres chez toi, ta vie quotidienne, elle reprend, mais c'est une bulle. C'est un peu comme, tu sais, quand t'es jeune, que tu vas en colo. C'est exactement comme une colonie de vacances. Ouais. Quand tu vas en colonie de vacances, même quand tu pars en voyage, par exemple, en colonie dans un autre pays, et que tu te fais plein de potes, t'as pas forcément envie d'aller voir tes autres potes de Paris en plein milieu de la semaine. Tu vois, tu vas rester avec tes potes, tes nouveaux potes, et après, bon, tu rentres, tu revois tes potes. Mais voilà, c'est très particulier quand même. Et c'est vraiment une famille qui se crée, et c'est des relations qui vont très vite, tu vois. Tu te rapproches très vite parce que tu vis des choses très particulières. Moi, à 3h du matin, je vais me noyer dans l'océan à Biarritz avec un comédien. Je suis rentrée, j'avais l'impression que c'était mon meilleur ami, quoi, tellement qu'on avait vécu un truc fort. Comment tu faisais? Parce que, à la fois, en plus d'être comédienne, donc t'étais étudiante, et en plus, influenceuse. Ouais. T'as continué ou pas à bosser un peu sur les réseaux, à faire des placements, à aider un peu ta communauté et tout? J'ai essayé parce que ma communauté est hyper importante pour moi. Je les considère comme des potes, tu vois, genre. Ouais. Mais c'était compliqué. C'était compliqué parce que, encore une fois, t'es dans une bulle. T'es dans une bulle et tu sors pas de cette bulle pendant 2 mois. Ouais. Et moi, j'étais mon personnage pendant ces 2 mois. J'étais Paola, mais différente quand même, tu vois. J'avais des nouveaux potes, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué aussi pendant ces 2 mois parce que t'apprends plein de choses et puis tu rencontres plein de monde et puis voilà. Mais ce qui se passait, c'est que moi, du coup, je tournais du lundi au vendredi et quelques week-ends, il y avait mes agents d'influence qui venaient dans le sud à Biarritz me voir et on faisait des tournages. Et justement, il y avait un de tes agents qui m'avait raconté qui descendait dans le sud pour t'apporter des produits et tout, que tu devais aussi shooter, parce que tu devais aussi faire des collabs, tu vois, avec tes campagnes. Ouais, j'ai des contrats qu'il faut que je respecte aussi, tu vois. Quand t'as des contrats à l'année, tu peux pas leur dire, désolée, on fait une pause. Je suis plus Paola, je suis mon autre personnage, je peux pas dire ça, tu vois, ça n'existait pas. Mais du coup, j'avais des contrats et tout, donc forcément, il y a mes agents qui venaient du coup dans le sud, quelques week-ends. Quand j'avais encore la force de shooter, quand j'étais pas trop fatiguée, ils venaient des week-ends et on faisait du contenu pour ces marques-là. Et même moi, j'essayais de faire des photos, de parler en story, d'être présente pour mes abonnés parce que mon compte Instagram, c'est pas que du marketing, tu vois, je fais pas que des trucs de marque et tout. Mais il y a cette espèce de double pression aussi où tu te dis, ok, je sais que j'ai des collabs tel jour, mais en attendant, je peux pas non plus balancer une collab le mardi, une collab le jeudi et entre-temps, rien poster. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, avant, je me disais ça, je me disais, putain, je peux pas avoir une collab le mardi et le jeudi, rien poster le mercredi. Mais maintenant, franchement, je vis au jour le jour, quoi. Si je veux poster, je poste. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Si je veux faire des stories pendant 3 semaines, faire plein de stories pendant 3 semaines, je le fais. Si pendant une semaine, juste, je suis pas bien, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Parce que juste, je fais pas semblant et je veux pas juste sourire devant mes abonnés pour sourire, tu vois. Je pense que chaque personne est humain et moi, je suis pas que Paola LCT ou Paola Locatelli, je suis pas que l'influenceuse, je suis une vraie personne, je suis un humain comme tout le monde et j'ai mes états d'âme aussi, j'ai mes douleurs, j'ai mes moments où je suis heureuse, mes moments où je suis triste. Mais voilà, j'ai 17 ans et je grandis, et je deviens une jeune femme maintenant et forcément j'ai des bad moods comme des moods qui sont géniaux, mais j'ai pas envie de faire semblant devant Instagram juste pour faire plaisir aux gens ou quoi. Je veux juste être moi-même, être naturelle. Et mes abonnés, ils le voient bien, tu vois. Il y a plein de mes abonnés qui me disent « Ouais, là, on sent que t'es pas bien en ce moment, te force pas, quand tu seras mieux, tu reviendras, ce sera trop cool, tu vois. » Mais ça sert à rien de faire des stories ou de faire des posts. Si t'es pas bien, si t'as pas envie de le faire, le fais pas, tu vois. Oui, puis aujourd'hui, t'es quand même arrivée, on va pas se cacher, à un niveau aussi de notoriété qui te permet, tu vois, aussi, si ça va pas, de pas te forcer et de pas... parce que faut quand même que tu fasses attention à ce que tu postes aussi. Je pense que... T'as cette pression ou pas de te dire, il y a beaucoup de monde là Mais moi, en fait, j'ai l'impression que mon compte Instagram, c'est mon compte privé, en fait. Genre, c'est bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Et après, en effet, il faut faire attention à ce qu'on poste. On a quand même une certaine responsabilité. Quand il y a 2 millions de personnes qui te suivent, tu
poste pas n'importe quoi. Mais surtout que dès très jeune, t'as été hyper engagée sur beaucoup de sujets. Sujets de société, enfin, t'as pas peur de te positionner non plus, Non, mais après, avant de parler d'un sujet de société, ou par exemple, même quand je parlais du Black Lives Matter ou quoi que ce soit, avant de poster quelque chose, je demande quand même l'avis de ma sœur, de ma grande sœur. Elle a quel âge ta sœur ? Elle a 24 ans. D'accord. Oula, pas dit ça, elle a 23 ans, pardon. Oui, je te vieillis, Mélissa. Désolée, Mélissa. Désolée, Mel. C'est vraiment Mel. Sur l'avis de ma sœur ou l'avis de mes agents, c'est hyper important, ou même l'avis de mes potes, etc. C'est juste pour avoir un avis extérieur objectif, et je veux pas juste dire... Enfin, des fois, je dis des choses, mais ça peut être hyper mal interprété. Donc, juste demande l'avis pour. Surtout sur des sujets, comme Black Lives Matter. Ouais, c'est des sujets qui sont assez délicats et il faut en parler d'une bonne manière. On te l'a demandé de te positionner dessus ou tu l'as fait naturellement ? Jamais. Ouais. Personne ne m'a jamais demandé de me positionner sur un sujet. C'est moi qui me suis toujours dit, moi, je vais défendre ce sujet. Moi, je vais parler de ça. Moi, ça, je tolère pas, donc je vais en parler, tu vois. Ça, je trouve ça trop cool, donc j'en parle. En vrai, ça, c'est moi qui décide. Et personne n'a le droit de me dire, tu vois. Non, mais je te le dis ça parce que j'avais trouvé que c'était hyper... j'ai toujours trouvé que c'était très pertinent, la façon dont tu parlais de ce genre de sujet. Et aussi pour les assos. Enfin, tu vois qu'il y avait une vraie cohérence. Justement, je me demandais un petit peu comment tu étais encadrée par rapport à ça. Si c'était toi ou si parfois il y a une telle pression que... tu vois, tu te dis, bon, il faut que je parle de ça. Et je pense que justement, si c'est fait comme ça, c'est mal fait parce que finalement, tu n'arrives pas à communiquer comme tu le veux, alors que si tu le fais vraiment avec le cœur... Exactement. Par exemple, pour le Black Lives Matter, il y a eu un gros mouvement sur les réseaux, donc beaucoup de gens en parlaient. Au moment où il y a eu l'assassinat de George Floyd, donc là, c'était en juin 2020. Ouais. Parce que le mouvement, il a commencé en 2013, j'avais lu ça. Mais c'est vrai que c'est... Sur Instagram, il y a eu un vrai regain à ce moment-là, en 2020, quoi. Bien sûr. Et toutes les violences policières qu'il y a eu par la suite, et puis après toutes les violences policières qui ont ressurgi, tu vois, par rapport même à Adama Traoré, son frère, etc. Et toutes les manifestations qu'il y a eu après à Paris, même aux États-Unis et tout. Et moi, j'en ai parlé parce que c'est un sujet qui me tient à cœur énormément, parce que moi aussi, j'ai été victime de racisme. Évidemment, jamais à un point de violence policière, etc. Mais genre, je ressens aussi cette douleur, tu vois. Donc forcément, j'étais extrêmement touchée par ce sujet. Et donc j'en ai parlé avec le cœur, et vraiment parce que je voulais faire bouger les choses à ma petite échelle, mais je voulais le faire. Et je voulais en parler. Il y a eu un énorme mouvement sur les réseaux, donc tout le monde en parlait, en fait. Tout le monde. Plein de gens disaient Black Lives Matter, machin, et c'était génial. Mais du coup, il y a plein de gens, même notamment des influenceurs, qui se sont obligés d'en parler pour suivre le mouvement et pour se dire, OK, si j'en parle pas, c'est grave, les gens vont me critiquer, donc il faut que j'en parle et tout. Alors, ils savaient même pas de quoi ils parlaient, tu vois. Et du coup, ça se voyait. Ça se voyait. Si quelqu'un parle du Black Lives Matter, mais ne sait même pas ce que c'est, juste pour poster un écran noir et dire Black Lives Matter, ça n'a aucun sens, autant rien poster, tu vois. Autant te renseigner sur le sujet, te sentir touché ou pas, et le poster après. Mais si tu postes juste pour poster, pour faire plaisir aux gens ou pour avoir une bonne image, en vrai, ça se ressent mais tellement. Oui, puis je pense qu'en réalité, ça te donne même pas une bonne image, parce que si ça sort et que t'en as jamais parlé... Ouais, bien sûr, et puis... faut se renseigner, tu vois, avant de parler de quelque chose. Et quand tu dis que tu demandes parfois conseil à ta sœur, notamment pour des postes qui peuvent nécessiter un peu un regard extérieur pour être sûr de ne pas dire de bêtises, et voilà. Est-ce que ta sœur fait de la com ou pas du tout ? Pas du tout. C'est vraiment son avis de grande sœur, quoi. Ouais, ma sœur, elle est en médecine, elle est en 5e année de médecine. Enfin, rien à voir, franchement. Elle et moi, c'est deux mondes opposés. Ma sœur, elle est pas du tout réseau, elle est plus introvertie, elle est plus réservée. Grave dans les études et tout, très scolaire. Ouais. Moi, tout le contraire, tu vois. Mais les opposés s'attirent. Moi, je l'adore, ma sœur, c'est ma meilleure pote. Mais non, quand je demande à ma sœur, c'est plus au niveau des termes. D'accord. Tu vois, si le terme-là, il est bien par rapport à cette cause-là, si ça va être mal interprété, si ça veut dire vraiment ce que je pense, reformuler un peu mes phrases. Oui, puis tu vois, pas parfois... forcément son avis, oui, il compte pour moi, mais mon avis reste le mien quand même. Si elle n'est pas d'accord avec moi, je respecte, mais c'est pas pour autant que je vais partager son opinion. Oui, ou c'est plus, tu vois, histoire d'avoir un peu de recul en disant « Ah, si elle a trouvé ça bizarre, peut-être que d'autres gens vont aussi c'est trouver plus un peu... C'est plus un débat, c'est plus un débat, une communication entre elle et moi, mais après, mes idées restent les miennes et ses idées restent les siennes aussi. Et t'as d'autres frères et sœurs aussi ? J'ai un petit frère qui a 10 ans, c'est un demi-frère, donc il vit avec mon père à Reims, parce que mon père habite à Reims.
Et mon petit frère, ouais, il a dit... Non, mais non, il a 11 ans maintenant. Ah, il grandit trop vite. On se trompe dans les âges. Mais il a 11 ans, j'arrive pas à y croire. Comment il le vit, ta notoriété, ton frère? Il s'en fout. Ah ouais. Il est trop drôle. Est-ce on comprend les réseaux à 11 ans? Oui, on comprend les réseaux. Ouais, bah 11 ans maintenant, ils ont tous TikTok, ils ont tous les réseaux. Oui, donc il a conscience quand même de ce que ça représente. Ouais, puis il est venu à Biarritz. Il est venu me voir sur un tournage à Biarritz, parce que mon petit frère, il a 11 ans, mais il est très cinéphile. Il regarde plein de films, il écoute du Gainsbourg et tout, il est trop drôle. Il est hyper... Il y a un petit truc artistique quand même. Ouais, grave, hein. mais mon frère, il est brillant, il comprend tout sur tout. Il a 11 ans, mais il a tellement de maturité, d'intelligence. Enfin, je suis fan de mon petit frère. Mais ouais, du coup, il est venu à Biarritz me voir sur un tournage et puis il me disait « Oh, c'est long les tournages !» Non, il est pas du tout impressionné, il est juste content pour moi, il est fier de moi, et puis voilà quoi. Puis il fait sa petite vie, il est avec ses potes, il joue au foot, il va à l'école, et puis voilà. Et ta maman, dans tout ça, tu vivais chez ta maman, t'es peut-être un peu plus proche physiquement de ta maman, non? Ouais. Ok. Beaucoup plus proche de ma mère physiquement. J'ai vécu avec elle jusqu'à mes 17 ans. On a vécu à Vincennes, en banlieue parisienne du coup. Donc j'ai vécu avec ma mère, ma sœur et moi. Okay. Enfin, on a vécu toutes les trois ensemble, petit appartement de 3 petites filles. Ouais. et voilà, on a vécu à 3 dans un appartement à Vincennes. Ma sœur est partie assez jeune aussi, quand elle avait 18 ans. Donc moi j'avais 12 ans quand elle est partie. J'avais 12 ans, ouais. Ah, donc t'as vécu un long moment avec ta maman aussi. Ouais, j'ai vécu un long moment avec ma maman, qu'elle et moi, quoi. Ouais. Et mon père a toujours vécu à Reims ou en Lorraine, un peu plus loin. Mais c'est très bien comme ça. Parce que mon père, je suis très très proche de lui, du coup. Enfin, je suis très proche de lui, on s'appelle tous les jours, c'est mon confident, on parle de tout. Et puis même, il a un rôle important dans mon métier parce qu'il supervise tout. Ah, puis, il travaille pour toi maintenant? Ouais. Bravo, madame. J'adore quand les gens me disent qu'ils ont embauché grave. un membre de la famille. Donc c'est à plein temps? Non, il a son travail, il est directeur de banque dans l'Est. Mais il gère toutes mes finances, en fait. C'est mon banquier. Ah oui, donc en fait, c'est directeur de banque et directeur de la banque Paola. En fait, c'est ça, quoi. Ça, il gère toutes mes finances. Et puis même, c'est une épaule sur laquelle je compte énormément. C'est une épaule sur laquelle je pleure, je rigole. C'est une personne hyper importante pour moi dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Il supervise tout et puis il a des très très bons conseils même à me donner. Quand j'ai une collab, quand j'ai un doute, je l'appelle. Il me défend toujours, il me protège. Mais à côté, il est hyper rationnel, il est très terre à terre aussi. Donc il me dit quand ça va pas, il me dit quand ça va aussi. Et ouais, du coup, il bosse pour moi. Et mon beau-frère aussi, donc le mec de ma sœur aussi, bosse pour moi avec mon père et tout. Donc c'est trop cool. Bien, ça va. Et est-ce que le fait d'avoir quitté ta maman après avoir vécu aussi longtemps comme ça, toutes les deux, ça n'a pas été encore plus dur que si tu avais été dans un schéma, tu vois, de vie peut-être un peu plus, pas dire classique, mais si ta sœur était restée plus longtemps, tu vois, enfin le fait d'avoir vraiment vécu toutes les deux ensemble comme ça. Moi, ça m'a fait de la peine quand je suis partie parce que je me suis dit, je vais la laisser toute seule. C'est ça, je n'osais pas te dire, mais c'est ça. C'est ça. C'est à ça que je pense. C'est plus ça. Après, moi, depuis mes 15 ans, j'ai toujours été ultra indépendante, ultra responsable, enfin pas forcément responsable, mais juste indépendante. C'est-à-dire que je me débrouillais. Déjà, j'ai eu de l'argent assez jeune, donc j'ai jamais demandé d'argent à mes parents, par exemple. J'ai toujours géré mon argent toute seule, j'ai toujours payé mes trucs toute seule et tout. Et ça, en gros, j'ai toujours été très indépendante. Et voilà, je prenais le métro toute seule jeune, j'allais sur Paris toute seule jeune, j'allais à mes événements toute seule jeune, Enfin voilà, et quand je rentrais chez moi, j'avais plus une relation avec ma mère. Bon, c'est ma mère, c'est ma vie, tu vois, mais c'était plus coloc qu'autre chose. Vu que je rentrais tard, puis j'allais à l'école tôt, puis après j'avais mes shootings, mes événements, puis je revenais, j'étais crevée, puis je devais me changer. En fait, vous croisiez. On se croisait. En fait, c'est plus, on se croisait et on avait plus cette relation où j'allais au resto avec elle, où on discutait vraiment beaucoup parce que justement je bougeais trop et qu'elle travaillait beaucoup aussi. Elle travaille de 8h à 18h, elle rentre à la maison, elle est crevée, elle veut juste dormir. Et moi pareil, j'arrivais à 20h, je suis crevée, je vais dormir. Enfin, on se croisait. Et je partais beaucoup en voyage, etc. Donc maintenant que je suis partie, que j'ai mon appart, notre relation est beaucoup mieux parce que du coup maintenant on se voit que dans des bons moments. Alors que quand j'habitais avec elle, non, je disais à ma mère, c'est bon, on dînera ensemble. On se voit demain au petit-déj. Ouais, c'est ça, on se verra ce soir, de toute façon je rentre pas tard, t'inquiète. Finalement je rentre un peu tard, mais voilà, du coup, non, c'est bien comme ça.
Et t'as réussi à dépasser cette espèce de culpabilité que tu pouvais avoir un petit peu de la laisser ou qui d'ailleurs n'est pas de la laisser finalement, mais de partir, tu vois. C'est ça. Après, ce qui est cool, c'est que ma mère, à 18 ans, elle est partie de chez elle. Elle est partie vivre à New York, elle est partie vivre à Londres. Ma mère aussi, elle a vécu... elle avait une famille très très modeste, etc. Mais elle s'est toujours débrouillée. Donc à ses 18 ans, je sais pas, elle avait même pas de thune. Elle s'est barrée à New York en tant que fille au père pendant... Elle est restée là-bas je sais pas combien de temps. Après, elle est allée à Londres. Après, elle est allée vivre en Martinique, en Jamaïque, je sais pas où. Enfin, partout dans le monde, au Brésil et tout machin. Donc ma mère, elle a toujours été un peu comme moi. Moi, je suis comme elle plutôt. Ouais. Je suis vraiment comme ma mère, je le ressens beaucoup mentalement. C'est-à-dire que je suis très débrouillarde et donc elle comprend. Même elle, à 18 ans, elle s'est barrée de ses parents, tu vois. Donc après, oui, bien sûr, je culpabilisais de me dire je vais la laisser toute seule. Elle a toujours vécu avec ses 2 filles. Déjà, quand ma grande sœur elle est partie, ça a été un coin un petit peu dur pour elle, mais elle s'est dit il y a encore Paola, mais là, Paola, elle part. De toute façon, Paola, que tu partes maintenant ou dans 2 ans, finalement, la finalité est la même. C'est qu'à un moment donné, tu quittes le nid, quoi. Bien sûr, et puis j'étais tellement pratiquement jamais chez moi, on se croisait tellement que finalement, ça change pas grand-chose. Mais après, oui, j'avoue, se dire la présence de ma fille, elle est quand même dans sa chambre, là. Je me réveille le matin, je vais la réveiller le matin, je vais ouvrir la porte. Paola, réveille-toi, il est 7h du mat, tu vas être en retard à l'école. Tous ces petits trucs quotidiens de la vie qu'on n'a plus, puisque j'ai grandi, etc., sont un petit peu plus difficiles. Mais bon. Aujourd'hui, tu travailles quand même essentiellement avec... tu es ton propre métier, si tu veux, même ton corps, ton visage, puisque tu prêtes ton image aussi à des marques. Comment tu gères ça ? Tu vois, tous les jours, de devoir travailler avec ton visage, ton corps. Quel rapport t'entretiens avec ton corps dans un monde qu'on connaît sur les réseaux sociaux où on est quand même beaucoup scruté, beaucoup jugé ? Est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus ? Comment est-ce que tu gères toute cette pression ? Si j'arrive à prendre du recul là-dessus, ça dépend. Moyen. En fait, déjà sur les réseaux, il y a des normes. Tu vois, il y a des normes de beauté, des standards de beauté. Ouais. Et même si aujourd'hui tout le monde dit non, mais il n'y a pas de normes, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de standards, etc., finalement les normes, elles sont toujours là, tu vois. Et voilà, une femme belle, forcément, elle doit être fine, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, d'avoir les formes là où il faut, machin et tout. Et donc, t'as des formes de complexes qui vont se créer. Et moi, je reçois beaucoup de questions sur Instagram, et ça me fait rire en vrai. Mais je comprends pourquoi les gens me posent cette question, parce que sur Instagram, les gens, ils me voient directement comme la fille jolie d'Instagram, la petite métisse qui sourit et tout. Donc forcément, elle n'a pas de complexe, forcément, elle est bien dans sa peau et tout. Alors que franchement, quand tu vas sur Instagram et que tu vois autant de filles tellement belles, avec un corps de ouf et tout, oui, tu te crées des complexes. Et que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit toutes les filles derrière ces caméras, oui, on se crée des complexes inconsciemment en voyant ces filles-là sur Instagram. Donc oui, c'est compliqué des fois. Et c'est compliqué aussi quand tout le monde te regarde sur Instagram, quand t'es vu par 2 millions de personnes et que tous les jours, tu reçois des critiques par rapport à ton poids, par rapport à ton corps, par rapport à ton nez, par rapport à ta bouche, par rapport à tes dents, par rapport à tout ce que tu fais, en fait. T'as toujours des gens qui vont critiquer. Toujours, toujours, toujours. Donc c'est bien beau de dire oui, je passe au-dessus, les critiques, elles vont au-dessus de la tête, etc. Et oui, ça, je reçois tellement de critiques tous les jours que franchement, j'écoute pas et je m'en fous, je passe à autre chose. Mais quand on te rappelle tous les jours que t'as pris 5 kilos, que t'es grosse, finalement, tu commences vraiment à y croire, tu vois. Et tu commences vraiment à te créer un complexe où tu te dis, en fait, je m'aime pas. En fait, je vois que ça. Quand je fais une photo, je me déteste. Ou faut que je retouche la photo, faut que je m'affine la peau pour me sentir plus belle. C'est horrible. Ou même, j'étais là à devoir bloquer des filles sur Insta pour ne pas me complexer, tu vois. Que toi, tu suivais ? Ouais, je suivais des filles que j'adore. Je les adore, ces filles-là, mais je les ai bloquées parce que ça me faisait de la peine de les regarder et de me dire putain, je suis pas comme elles, j'ai trop pris de poids. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon tournage, en mars, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre, je sais pas combien, 10 kilos, un truc comme ça. Et j'étais très bien dans ma peau, je m'en foutais en fait d'avoir pris du poids. J'étais très bien, moi, depuis que je suis petite, depuis mes 8-10 ans, j'avais une obsession, je voulais prendre du poids, je me trouvais trop mince. Je trouvais que j'avais la peau sur les os, je me faisais critiquer quand j'étais en primaire, on m'appelait... Genre, on me disait que j'étais une sardine. Quand j'allais voir ma famille, mes tantes, elles me disaient « Oh, faut manger, faut manger, tu manges rien et tout. T'es anorexique ou quoi ?» et tout. Alors que c'était anorexique, c'est une maladie, donc pas du tout. Mais voilà, je me sentais très mince. Et donc, j'ai toujours voulu prendre du poids. J'ai une morphologie qui fait que je prends pas beaucoup de poids. Et d'un coup, en mars, j'ai pris du poids. Et donc, j'étais très bien dans ma peau. Ça m'allait très bien, je m'en foutais.
Et je suis allée au Festival de Cannes, j'ai porté une robe, j'ai monté les marches avec une robe au Festival de Cannes, une robe Miu Miu qui est super belle d'ailleurs. Et là, j'ai reçu une vague de haine. J'étais en tendance France sur Twitter. Tout le monde parlait dans les commentaires et tout machin. Mais Paola, t'es enceinte ou quoi? Mais t'es enceinte ou quoi? Ah oui, t'es enceinte de 5 mois ou quoi? Mais t'es énorme, mais t'as grossi et tout. Mais c'est comme les gens rentrent dans ta tête et te font croire en fait que t'as pris du poids, que t'es pas belle en prenant du poids, que t'es devenue moche et tout. T'y crois vraiment. Donc ça a été dur. J'étais beaucoup moins présente sur les réseaux tout l'été. Même en septembre, je postais beaucoup moins, même moins de stories et tout, parce que j'arrivais pas à me trouver belle à cause des gens qui me disaient toute la journée que j'étais pas belle, tu vois, et que j'avais pris du poids, tout le temps. Ils me disaient, ouais, t'as glow down, on m'a envoyé mes photos d'avant. Quand j'avais 14 ans, j'avais même pas ma puberté, j'avais même pas de sang, genre en fait, j'étais un bébé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es passé d'un corps d'enfant à un corps de femme. Ouais, j'étais un bébé, en fait. Ouais, c'est ça. C'est fou parce qu'il s'est rien passé si ce n'est la vie, en fait, ouais, c'est ça. Simplement. Et puis, chaque corps change, évolue. Tu grossis, tu prends du poids, c'est comme ça, tu fais le yo-yo, quoi. C'est pas grave, c'est normal. Tu restes pas avec le même corps toute ta vie. Voilà, demain, pas demain parce que j'ai 17 ans, mais dans 10 ans je tombe enceinte, je vais prendre 20 kilos, mais c'est ce que je suis enceinte, et après je les perds ou non, mais enfin... Puis même, c'est mon corps en fait. Si je veux grossir, si je veux maigrir, c'est mon corps, c'est moi qui choisis, tu vois. Et si moi je me sens bien dans ma peau, il y a personne qui a le droit de me dire, ouais, non t'es grosse, t'es pas bien, t'es pas belle, tu vois. Ça n'existe pas. Est-ce que ça a engendré des comportements chez toi qui auraient pu te faire penser, par exemple, à faire de la médecine esthétique? Est-ce que, du coup, ça t'a créé, tu vois, ce genre de complexe te poussant à retoucher ton corps, non pas parce que tu avais envie de le retoucher à la base, mais parce que toutes ces critiques-là ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Est-ce que je ferais pas… Non, après... En fait, les gens m'ont tellement persuadée que j'avais grossi que je me suis vraiment dit « Ok, j'ai grossi ». Et je me suis vraiment rendu compte que j'ai vraiment grossi en vrai. J'ai vraiment pris du poids. Et je me suis rendu compte aussi que je me préférais avant. Et donc du coup, j'ai pris un coach de sport. Et je fais du sport tout le temps. Okay. Pour pas forcément perdre du poids, mais juste me muscler ou être mieux dans mon corps. De façon saine et encadrée. De façon saine et encadrée. Et voilà, c'est juste pour moi aussi, je pense que ça me fait du bien de faire du sport, de dépenser et tout ça me fait vraiment du bien. Même le sport, c'est hyper important et j'adore ça. Donc voilà, et puis aussi pour perdre un peu, juste pour être bien dans mon corps. Là, je dis pas ce que j'ai envie de perdre, je dis pas où j'ai envie de prendre ou quoi que ce soit, mais juste pour être bien avec moi-même. Et du coup, non, jamais eu envie de faire de la chirurgie esthétique. Après, chaque personne qui le font, je respecte totalement, il n'y a pas de souci. Mais non, j'ai jamais voulu en faire. J'ai jamais pensé à ça non plus. Mais ouais, je postais plus de photos, en fait. On me prenait en photo et je disais, ouais, non, j'aime pas, je suis grosse. Non, j'aime pas. Je faisais un tournage pour une marque. Ah non, j'aime pas. La semaine prochaine, on fera. Faut que je perde du poids. Ouais, parce que du coup, ça a impacté aussi ta vie pro, mais grave, mes agents, les pauvres, ils devaient péter un câble. Genre, ils disaient, non, j'aime pas. On passe pas cette photo, j'aime pas. Je me trouve trop moche, trop grosse et tout. Je sais pas. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc sur Instagram où je dois me retoucher, en fait. Non. J'ai pas envie de faire une photo et de passer 1 heure à me retoucher, à m'affiner, à changer mon visage, à changer mon identité. Parce que j'ai jamais fait ça. Sur Insta, oui, on retouche tous nos photos, hein, ça c'est normal, je vais pas mentir, je vais pas dire que je passe une photo, je fais une photo et je la pose comme ça, non, ça n'existe pas. Évidemment, je retouche toutes les lumières, machin, oui, ça m'est déjà arrivé. Tu sais aussi ce qui te met en valeur, ouais, puis, qui te mettent en valeur. Bien sûr, je prends les bons angles, ça reste une photo où tu dois te trouver jolie, donc forcément, tu te mets à... comment dire, tu prends tes meilleurs angles, quoi, tu te mets en valeur. Mais j'ai pas envie de commencer à rentrer dans un truc où je dois me retoucher, ou forcément je dois me dire là je suis grosse mais du coup je vais me retoucher pour paraître plus fine. Non, en fait, si je veux poster une photo même avec mes grosses joues, je le fais en fait et je m'en fous de ce que les gens pensent. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste je postais plus trop, j'étais moins présente et puis j'attendais de m'accepter pour reprendre. Voilà. Et ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ça allait pas il y a 3 jours, mais là ça va. Bon, là on est dans une bonne ouais. Non, ça journée. va en fait juste depuis que j'ai repris une alimentation qui m'allait, qui me correspondait mieux, depuis que j'ai pris mon coach de sport, depuis que j'ai accepté aussi le fait que mon corps ait changé, parce que c'est vrai que mon corps a changé radicalement, j'avais vraiment un corps d'enfant, et du jour au lendemain, j'ai changé, quoi. Mais tu sais, après tous les corps ne changent pas de la même façon, mais en tant que femme, on change aussi, tu vois, on prend un peu des hanches parce que si un jour tu tombes enceinte, il faut aussi que tu vois que ton corps puisse se former pour que ton bébé puisse descendre. Bien sûr, et puis
tu grandis aussi, tu vois, tu prends des seins, tu prends des fesses, tu prends des cuisses, tu prends du ventre, tu peux perdre aussi beaucoup. Ouais, puis t'as des filles qui vont pas bouger, qui vont garder le même corps. Ouais. Mais c'est vrai que sur les réseaux, c'est tellement matrixé par rapport à la réalité, où c'est un tel échantillon de ce qu'en fait c'est la réalité. Et tu disais un truc très vrai, le fait d'unfollow aussi des comptes qui peuvent te faire sentir un peu mal, et c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, il faut que tu passes un bon moment quand t'es sur les réseaux, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Si c'est pour te sentir mal, unfollow. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est juste les gens qui te mettent trop dans une case. Moi, les gens me suivent depuis que j'ai 13 ans. Donc, ils m'ont vu vraiment changer, évoluer. J'ai changé de corps, changé de tête, j'ai changé mentalement aussi. J'ai plus du tout les mêmes idées, j'ai plus les mêmes convictions, j'ai plus les mêmes ambitions. Enfin, ils m'ont connue, j'étais en 4e au collège, je me faisais harceler. J'habitais chez ma mère. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'habite toute seule, je travaille avec d'autres marques, je fais du cinéma. J'ai changé. Je suis plus la même qu'avant, j'ai changé de personne, de perception. J'ai plus les mêmes relations amoureuses ni amicales. Enfin, j'ai changé, tu vois. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Les gens, généralement, enfin, il y en a plein qui arrivent à le comprendre, il y en a plein qui me soutiennent et je les aime d'amour. Il y en a beaucoup plus qui me soutiennent que des gens qui sont méchants. Et ça, heureusement, sinon je me poserais des questions. Mais les gens me disent « Ouais, mais il y a 3 ans, t'étais pas comme ça. T'étais beaucoup plus mince, t'avais moins de joues, t'étais pas Là, comme tu vois, ça. » Depuis tout à l'heure, on parle que d'un truc. Hein. Mes joues ? Non, c'est le poids. Ah, le poids, C'est vraiment ça qui a l'air ancré chez toi, dans ton mal-être et ce qu'on te reproche, si tant est que ce soit un reproche, tu vois. Ouais, et puis même, j'ai fait une foire aux questions il y a 1 mois où je parlais de mon poids, où il y a quelqu'un qui m'a encore posé la question « Ça te fait quoi d'avoir grossi comme ça et tout ?» Et donc là, j'ai vraiment envoyé un long message, envoyé un long texte où j'expliquais en fait. C'était même pas je me motivais d'avoir pris du poids, c'était juste c'est mon corps et je fais ce que je veux et c'est comme ça et c'est le corps d'une femme qui change, quoi. Et je retrouvais des messages en mode « Non mais ça va, t'es passé d'un 36 à un 38. Non mais ça va, t'es pas obèse ou quoi ?» Et je me disais « Non mais bien sûr, j'ai pas dit ça. » Ah oui, parce que de l'autre côté... Ouais, on me reprochait de dire que j'ai pris du poids alors qu'en fait, j'avais pas... Pas assez pris de poids pour te plaindre. Ça part dans des trucs où genre, mais juste... Stop. C'est dur à supporter quand même, je pense, quand t'es jeune. En plus parce que t'es en construction et que ta vie aussi sur les réseaux a été jalonnée de moments de buzz, entre guillemets, enfin, tu sais, de moments forts. Quand t'as commencé sur les réseaux aussi, c'est parti d'une vidéo qui est devenue hyper virale d'un coup. Comment ça, par exemple, tu le vis quand t'es très jeune et que d'un seul coup, tu trouves ta tête qui fait le tour de Twitter, quoi. Ouais, c'était chaud ce moment-là. C'était en mai 2016. Ok. Donc là, t'as quel âge sur ton premier gros buzz ? 12 ans, 13 ans. 12 ans. Et là, pour ceux qui ne suivaient pas Paola à ce moment-là ou qui n'ont jamais vu cette vidéo, c'est une vidéo... Tu dis que tu manges. Vous disiez que je mangeais mes ongles de pied. Voilà, bon. C'était un truc de second degré ou voilà. Ouais, en fait, c'était particulier parce que moi, j'ai commencé YouTube quand j'avais 11-12 ans. Je sais pas, j'avais commencé avec ma cousine en Lorraine avec une caméra genre toute pétée et tout. On avait commencé à faire des vidéos YouTube parce qu'on était très fans de Sullivan, de Jules, d'Antonin, de Gloria. Moi, j'étais archi fan de la team Weedy, de la team LA aussi, des anciennes teams là. J'étais trop fan d'eux. J'étais fan de Sullivan, mais à un point. J'ai acheté toutes ses merch, j'avais des posters de lui dans ma chambre. Enfin, ah oui. C'était très. J'ai des photos avec lui où je pleurais, c'est là, et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos un peu comme eux, tu sais, quand tu veux copier un peu ton idole et tout. Et j'avais, je sais pas, 300 abonnés et je faisais une vidéo par semaine tout le temps. Je les montais et tout, j'en faisais plein. J'adorais, c'était génial. Et un jour, j'ai fait cette vidéo-là, 15 faits étranges sur moi. J'avais genre pareil 200 abonnés et je l'ai juste fait pour amuser la galerie. Je voulais amuser mes 150 vues, tu vois. Et ce que je disais, c'était même pas vrai ou quoi, c'était juste... je voulais faire une vidéo un peu originale. Ouais. Oui, parce que tout le monde l'avait fait, cette vidéo 15 fois originale. Donc vas-y, il faut trouver des faits que personne n'a dit. Genre à part, je déteste Harry Potter. Mais en tout cas, vraiment, et là je leur ai dit avec autant de recul, ça fait 5 ans que cette vidéo est passée, je leur ai dit si je voulais vraiment faire du buzz. Vraiment pour le coup, j'ai posté cette vidéo. Je me serais jamais dit... Mais pas à 12 ans, tu t'as pas ce truc-là. Non, mais il y a plein qui me disent non, mais voilà, on sait très bien, t'es trop intelligente, tu l'as fait parce que tu savais que ça allait faire du buzz. Pas du tout, j'avais même pas de Twitter, genre. Pas du tout, moi je l'ai posté... de mon plein gré et je m'étais jamais dit ouais ça va percer et tout, pas du tout, je pensais pas du tout à ça, vraiment pas. Sur Twitter il y avait ma tête partout et tout, mais tout le monde me critiquait, enfin c'était c'était pas gentil, ouais. Ah non, c'était vraiment très très méchant, genre ouais Paola déjà on m'insultait par rapport à mon physique encore, genre comme j'ai une grosse bouche sur la vidéo j'ai vraiment une bouche très pulpeuse et on me disait des trucs atroces à 12 ans, on me disait que j'avais une bouche de suceuse.
J'ai genre 12 ans, les gars, je sais même pas ce que c'est, genre. Et on me faisait des menaces de mort et tout, enfin des trucs de ouf, comme si j'avais dit un truc hyper problématique, alors que non, je dis que je mange mes ongles de pied. Bon, ok, ça peut paraître dégoûtant ou quoi que ce soit, mais même si ça ne justifie pas une menace de mort. Évidemment, et puis si je le fais, c'est mon problème. Encore une fois, je ne dis pas mange ses ongles de pied, tu vois. Genre, ça va, tu sais quoi. Que je suis à 2 doigts de renommer cette interview. Si je mange mes ongles de pied, c'est mon problème. C'est mon problème, enfin, c'est mon souci. Et non, je me suis pris des vagues de haine, mais c'est surtout au collège en vrai. Parce que ça, après, ça déteint sur le collège. Oui, j'avais une CPE qui me disait tu fais trop d'engouement au collège, donc faut que tu arrêtes tes activités, sinon tu sors, quoi. Sinon on te vire. Mais on virait pas les harceleurs, on virait les victimes, tu vois. Et ouais, enfin, moi j'étais en 5e, 4e, les 3e, ils étaient trop méchants. Dans les couloirs, ils me frappaient, ils me poussaient. Mais qu'est-ce qui t'a permis... Enfin, pourquoi t'as continué, tu vois? Comment t'as pas lâché? J'ai pas continué, hein. Tout le monde pense que j'ai continué, mais j'ai pas continué. T'as lâché à ce moment-là? Mais bien sûr. Bien sûr, j'ai tout supprimé. Je voulais désactiver ma chaîne YouTube. Je l'ai désactivée. Après, je l'ai reprise une semaine après parce que j'ai des copines en or qui me disaient mais on s'en fout. Tu t'as rien fait, en fait. Donc, si t'aimes ça, c'est ta passion, fais-le, en fait. Et donc, attends, j'essaye de me rappeler de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais... Non, j'ai pas continué. Franchement, j'ai arrêté pendant 1 mois. Genre, j'allais même plus en cours et tout. Je faisais rien, je faisais la morte. Je voulais juste que les gens me laissent tranquille. Ça durait trop longtemps, cette histoire. Je me disais, mais non, j'ai juste voulu poster une vidéo. Ça devient beaucoup trop viral. Ça prend un engouement énorme. Je veux pas que ça se passe comme ça. Et même, j'avais un groupe d'amis. J'avais plein de copines, plein de copains, plein de copines. Et ils sont tous partis. Sauf une, qui est ma meilleure pote encore aujourd'hui. Ouais. Que j'ai connue quand j'avais 2 ans. Elle s'appelle comment? Cyrine. C'était ma première pote de toute ma vie, en fait. Et pendant que tout le monde m'harcelait, c'était la seule qui restait à côté de moi et qui était là. T'inquiète pas, on est 2, on va tous les battre et tout. Et c'est elle qui me disait, on s'en fout, meuf, continue, c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu veux faire depuis que t'es petite, tu veux faire des vidéos YouTube, etc. Fais-le. Et en parallèle, j'avais des Jules qui m'envoyaient des messages en me disant, ma petite Donc attends, Paola, Jules, Sandy Jules Jules qui m'envoyait des messages en me disant, ma petite Paola, j'espère que ça va, t'inquiète, je suis passée par là, si tu veux, on s'appelle et tout ça, je peux t'aider et tout. Mais moi, j'étais fan de lui à cette époque, c'était pas mon pote, en fait. J'étais fan de lui, j'allais à ses meet-up. Et donc, il me connaissait via ses meet-up. Il me disait, mais je me rappelle de toi, je t'ai vu à un meet-up, tu pleurais, tu m'as demandé des choses. C'est gentil quand même d'être venu te soutenir comme ça. C'est adorable, franchement. C'est adorable. Même Sullivan et tout, on s'est appelés. Et après, je suis devenue amie avec eux. On s'est appelés, ils m'ont aidée et tout. Je suis devenue amie avec eux, je sais même plus comment. Et au bout d'1 mois, j'ai repris les réseaux. Et donc, de là, je suis allée sur Instagram parce que j'ai eu une forme de rejet envers YouTube. YouTube, c'est une plateforme que j'adore parce que j'ai commencé sur YouTube et que j'adore YouTube. Mais j'ai un rejet, en fait. Je suis un peu trauma de cette plateforme. Ouais. On m'a tellement lynché dessus, ça a tellement été radical, on m'a tellement humiliée, dit des choses tellement atroces que j'ai un vrai rejet envers cette application et je n'arrive plus à poster. Alors que j'adorais, j'avais une vraie communauté, c'est un format moins superficiel. Et j'adorais, mais j'arrive plus. Franchement, et c'est horrible parce que les gens me demandent tout le temps, mais c'est quand tu reprends YouTube et tout. Et j'arrive vraiment plus, quoi. C'est fou que cet événement, tu vois, t'es aujourd'hui encore un impact alors que vraiment t'as tellement évolué, ta carrière, elle est... Ouais, mais je pense que dans la vie, peu importe quelle chose tu traverses, que ce soit dans le domaine du travail, familial, peu importe. Même si tu passes au-dessus et que tu pardonnes ce truc et que tu te dis, vas-y, c'est une étape de ma vie où je tourne la page, c'est un nouveau chapitre de ma vie et tout. Il y a quand même des séquelles qui te restent, tu vois, dans le crâne et ce genre de choses. Et voilà, la séquelle qui est restée, c'est juste que YouTube, vraiment, j'arrive plus. Et je me suis aussi forgée, c'est-à-dire que grâce à ça, j'ai pu faire face à plein d'autres insultes plus tard. C'est vrai que quand tu démarres avec un tel buzz, tu sais, ça me fait penser un peu à Sullivan. Sullivan, quand il était un panda moqueur, à l'époque, la haine qu'il avait pris aussi, où tout tournait, et quand t'as 14, 15 ans, où... Non mais Sullivan, il y a quand même eu une pétition, je sais pas combien de signatures pour qu'on le tue sur la place publique. Ouais, sur Facebook, ouais, un truc comme ça, je me souviens. Mais franchement, moi je comprends pas ces gens. Je te jure, j'ai de la peine pour eux. Je suis pas énervée contre eux, j'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine. Parce que je pense que c'est des gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau, en fait. Et qui ont besoin d'extérioriser leur mal-être chez quelqu'un qui veut réussir. Et c'est tellement
dommage et triste, tu vois. Parce que franchement, moi, je me faisais insulter quand j'étais au collège et tout, par des petits cons, des troisièmes et tout, machin. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a encore plein de gens qui m'insultent. Je reçois encore des grosses putes tous les 4 matins, tu vois. Mais dans la rue, il n'y a personne qui m'insulte. Et une telle facilité à insulter les gens à travers un écran que les gens, ils en profitent, tu vois. Alors qu'en vrai, il n'y a plus personne. Personne va venir te voir pour t'insulter. Tu vois. T'as l'impression que t'as réussi aujourd'hui, enfin, déjà d'un point de vue perso et sur le pro, t'es sur le chemin que tu t'espérais après tout ça? Non, pas réussir. Je pense que j'ai atteint des objectifs. Ouais. Que j'ai persévéré, que voilà, mais j'ai pas réussi. Enfin. Alors c'est quoi réussir pour toi? C'est une bonne question. Pour moi, réussir, c'est tout au long de ta vie, en fait. J'estime que je suis très jeune, que j'ai 17 ans, que j'ai encore plein de choses à explorer, à découvrir et que j'ai plein encore d'objectifs à atteindre. Et donc, j'estime pas avoir réussi. Réussir, c'est... Putain, je sais pas. Attends, faut que je me concentre pour répondre à cette question. Tu sais, on peut le dire, mais on peut diviser en deux. D'un point de vue perso, qu'est-ce que ce serait une réussite personnelle pour toi? Est-ce que la réussite personnelle, elle passe par la vie de famille? Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. Tu as des gens pour qui, par exemple, avoir des enfants, c'est une réussite. Avoir une famille, c'est une réussite. Pour qui d'autres, ce serait peut-être faire un tour du monde, ou voilà. Et la réussite dans le travail, peut-être un objectif final que tu te vises, en mode, bon, le jour où je suis premier rôle d'un film qui fait X millions d'entrées, là, je me dis, là, j'ai réussi. En fait, le mot réussir, j'arrive pas à... Tu te dis que c'est une finalité, peut-être? En fait, pour moi, le mot réussir, c'est vraiment genre... Enfin, pour moi, ça veut tout et rien dire, quoi. Parce que, ok, tu réussis un truc, mais après... j'ai atteint pas mal d'objectifs, mais il y en a encore tellement d'autres à atteindre. Et je pense que plus tu grandis, et plus tu as des objectifs que tu veux atteindre. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Et moi, j'ai plein d'objectifs que j'ai pas encore atteints. J'adorerais aussi faire le tour du monde, j'adorerais faire plein de films, j'adorerais réaliser, j'adorerais écrire, j'adorerais plein de trucs que j'adorerais faire, tu vois. Et d'un point de vue perso, parce que t'es très discrète sur ta vie personnelle. Sérieux? Ta vie amoureuse, tout ça. Ma vie amoureuse, ouais, c'est vrai que j'en parle pas du tout, hein, de ma vie amoureuse. Pourtant, j'ai une vie amoureuse, mais j'en parle pas. Ouais. Pour protéger ça? Parce que je suis jamais sûre de mes relations, donc... En fait, je me sens tellement proche de ma communauté que j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans leur vie qui restera pas forcément. Ah, c'est marrant que tu le dire vois dans ce sens-là, alors que tu vois, jusqu'à présent, tous les gens à qui j'ai posé cette question qui exposaient pas leurs copines, leurs copains, c'était plus dans l'autre sens, en disant j'ai pas envie que les gens rentrent dans mon couple. Non. Et toi, c'est que ton couple rentre dans ton couple avec tes abonnés. Ouais. Ok. C'est hyper différent, c'est vrai. Mais en fait, mes abonnés, c'est ma famille, tu vois. C'est peut-être que je le montre pas, que je suis pas hyper démonstrative dans ce que je fais sur Instagram, etc. Parce que je suis jamais très sûre de moi, en fait. Donc, je le montre pas, mais moi, mes abonnés, c'est ma famille, c'est ma force de tous les jours. Je peux dire que j'ai réussi, c'est parce que je les ai, en vrai. Tu vois. Je suis hyper fière d'eux, parce qu'en plus, je parle beaucoup de mes engagements, notamment avec Aïda, mon association. Ouais. Et ils sont tellement engagés, ils sont tellement motivés. Mais je les aime, mais franchement, j'ai même pas de mots pour décrire mon amour pour eux, tu vois. Et quand je montre quelqu'un sur Instagram, c'est une chance pour la personne que je montre parce que mes abonnés vont la voir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, si je montre mon copain, pas mon copain, mon crush, pas mon crush ou quoi, je sais que cette personne-là va rentrer dans la vie de mes abonnés et je veux leur montrer une personne de confiance. Je veux que mon copain ou que mon crush, peu importe, soit quelqu'un de bien pour eux aussi. Et voilà, moi sur Instagram, je montre que Jules, je montre Maya, je montre Cyrine, ma meilleure pote, je montre mes agents parce que c'est des gens qui sont vraiment dans ma vie. Et j'accepte que mes abonnés les aient dans la leur aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que dans ma vie amoureuse, j'ai 17 ans, voilà, je suis jeune et tout, je sais que c'est des choses qui viennent, qui partent, c'est jamais stable ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Le jour où je serai vraiment sûre, bien sûr, je ferai les stories au mariage, la robe. Est-ce que vous validez ou pas? Tu vois. Mais après, les gens, en fait, je pense que c'est normal que les gens rentre dans ta vie privée à un moment donné où t'es tellement exposée, tu peux pas demander à ce que les gens te posent aucune question, tu vois. Enfin, oui. Je veux dire, c'est normal au bout d'un moment ouais, je comprends. Que les gens veulent rentrer, veulent savoir un peu plus.
parce qu'ils s'intéressent à toi et c'est pas forcément de la malveillance, tu vois. Des fois, ça peut paraître déplacé, mais en général, c'est toujours bienveillant, tu vois. Mais en tout cas, il y en a qui sont peut-être restés jusqu'au bout de cette interview. C'était très long, je parle beaucoup. Ça y est, on a terminé, on a balayé là pas mal de ta vie. En tout cas, ça t'a plu ? Ouais, c'était trop cool. T'as passé un bon moment ? Ouais, j'ai failli pleurer 15 fois, mais c'était trop cool. Mais je ne l'ai pas vu du tout. Bon, il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place. Soit quelqu'un que tu apprécies, un de tes potes, soit au contraire quelqu'un que tu connais pas personnellement, mais que tu aimerais bien voir se confier, parler un peu de sa vie. Ryan Laviolette, LVTT. Oui. Il est hyper intéressant. Il a plein de choses à te raconter. Et sur Insta, il fait trop le mec drôle et tout. Il est hilarant. Hein. Moi, je suis avec lui, j'ai des crampes aux abdos tellement qu'il est drôle. Mais il est très, 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 très touchant. Vraiment. Bien, viens être touchant par ici. Ok, bah écoute, c'est noté. Tout ce dont on a parlé, aussi le lien de l'association, je mettrai tout ça dans la barre d'infos si vous voulez aller checker. Ah, je peux dire un truc. Ah ben oui, dis. Je suis marraine d'une association qui s'appelle AIDA. Donc, c'est une association de jeunes qui encouragent et qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Et donc ça fait 3 ans que je bosse avec eux et c'est une association qui est juste incroyable, génialissime, que j'adore. Et là, on a créé un mouvement qui est Noël à l'hôpital, comme chaque année, pour décembre. Et en fait, le principe, c'est d'offrir un cadeau à un jeune hospitalisé qui passe Noël à l'hôpital, malheureusement. Et nous, on est là pour les soutenir, pour leur offrir plein de cadeaux à Noël. Du coup, on vous laisse un petit lien en barre d'infos. Vous pouvez juste cliquer et c'est sur une page Noël à l'hôpital avec Aïda. Et vous pouvez offrir un cadeau à un enfant hospitalisé. Donc, il y a déjà plein de listes de cadeaux, etc. Donc voilà, ce serait juste... On va mettre le lien dans la barre d'infos. Et puis même vous, faites le tourner à vos potes et tout. Grave, ça peut être chouette de faire ça. Pour Noël aussi, voilà. Je vous remets le profil Insta de Paola juste ici, le mien juste là. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Nous, on va tout lire. Paola. On va tout lire. Oui, on va tout lire. Pardon, je pense à autre chose. Pas grave, on va tout lire. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Ciao!